Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'avoir visité le Café Afa à Tanger au Maroc. Pendant mon séjour, j'avais tout appris sur l'histoire fascinante de ce lieu légendaire qui était fréquenté par de nombreuses célébrités, notamment les Rolling Stones. Je n'avais aucune idée qu'il existait un endroit similaire beaucoup plus près de chez moi. Niché dans le quartier chinois de Toronto, le Elm Combo était un établissement musical renommé bien avant ma naissance, mais les ondes de ces jours de gloire sont toujours audibles. Et tout comme le Café Afa, Elm Combo doit sa notoriété aux Rolling Stones, mais son patrimoine est beaucoup plus riche et complexe. Le rôle de la culture de célébrité a toujours eu pour effet de rendre inoubliables de nombreux monuments à travers le monde. Et l'exemple parfait pourrait être les images iconiques de Marilyn Monroe, perchées de façon ludique sur une grille du métro de New York, ou même l'image emblématique des Beatles sur le passage à zèbre au studio Abbey Road. Et ces images sont devenues des représentations visuelles les plus populaires et les plus imitées qui célèbrent les destinations. Et généralement accessible à tous, El Mocambo était un lieu où les gens ordinaires se côtoyaient avec des célébrités tout en étant divertis par des stars de la musique. Les célébrités ont été un facteur important dans la popularité d'El Mocambo. Mais si les Rolling Stones n'y jouaient pas dans les années 70, I think it would have a very different status around it. I think there would still be legends, but that the stories might be more grassroots. There might be less of a focus on this landmark moment, this key iconic moment in rock history. affectueusement connue sous le nom de El Mont, la salle offrait aux spectateurs un cadre intime et des artistes de premier rang. Depuis son ouverture officielle en 1948, avec le fameux pavillon du Palmier, le Elmo se vantait d'un incroyable pedigree rock, soul, jazz et blues. Muddy Waters, Stevie Ray Vaughan, Joan Jett, The Guess Who, Elvis Costello et The Ramones y ont tous joué, sans parler des Rolling Stones qui ont fait un concert surprise et ont enregistré en direct une partie de leur album Love You Live. Le 4 mars 1977, Mick Jagger s'est rendu sur Elmo en limousine avec Margaret Trudeau, récemment séparée. Ce n'est pas tous les jours que l'on entend l'épouse du premier ministre socialiser avec les Rolling Stones, danser dans le public et faire sourciller la presse tabloïde. Cette bombe a fait de Elmo le club dont on a le plus parlé dans le monde au cours des jours qui ont suivi. Par la suite, les deux scènes d'Elmo ont servi comme des tremplins, permettant de propulser les talents émergents d'un niveau à l'autre. Et l'idée du patrimoine culturel est vraiment la façon dont les gens ont interagi avec l'espace physique. Quand on regarde ses débuts dans les années 40, le Elmo a ouvert ses portes en tant que salle de concert et a obtenu l'une des premières licences d'alcool de la ville de Toronto. Le panneau du palmier, le nom et le décor hispanique du club ont été créés par les propriétaires John et Frida Lang. Après avoir visité les boîtes de nuit de New York, Chicago et San Francisco, les Lang ont acheté la propriété située au 464 Spadina Road, qui était autrefois un magasin de tissus, un salon de coiffeur et des restaurants. Et elle a été transformée avec la création d'une salle à manger au premier étage. Alors que le business prospérait et que la Commission des alcools de l'Ontario accordait des licences aux restaurants en 1950, les Lang ont ouvert le deuxième étage au jardin espagnol pour la danse salon. Dans les années 60, avec le propriétaire Adam Shui, le Elmo a agrandi le deuxième étage de 285 places qui présentaient des danses salon continentales et des spectacles de variété internationale, attirant beaucoup les communautés allemandes, irlandaises et hongroises. Alors, en 1972, Mike Baird et Tom Christenbrunn ont acheté la soi-disant Shuey's Tavern et ont espéré transformer le club en un abreuvoir pour les étudiants, profitant de la proximité du Elmo avec l'Université de Toronto et le George Brown College. Quand la plupart des gens parlent du légendaire club Elmo Combo, ils se réfèrent probablement à son mandant sous Baird et Christenbrunn. Le nouvel Elmo rouvert ses portes et, pour faire de profit, Baird a pris la décision de réserver des spectacles de blues et de rock, car Toronto en était affamé. Rapidement, la réputation d'Elmo en tant qu'établissement rock'n'roll modeste a attiré les Rolling Stones pour y jouer. En plus, en 1978, les fans d'Elvis Costello ont fait la queue pendant 7 heures. Et puis Blondie, elle a amené le disco en ville et l'année suivante, les Ramones ont conféré une légitimité au mouvement underground local. Qui peut oublier qu'en 1980, 4 Irlandais ont donné leur tout premier concert à Toronto, le seul et unique U2. Ce lieu en vogue a également attiré des groupes plus bruts et blues comme Stevie Ray Vaughan et Double Trouble.
Après les années de gloire du Helmont, il y a une longue liste de propriétaires subséquents, certains ayant duré moins d'un an, et l'un des nombreux défis auxquels le manager Dan Burke a dû faire face en 1996 a été de rétablir l'authenticité du club pour ne pas polariser le club de la communauté musicale locale. En plus de la musique rock et roots, il y avait des spectacles goth et glam, de hip-hop et même de raves. Il y a 2 événements animés par des DJ qui seront toujours synonymes du Elmo de la fin des années 1990. Blow Up de David Love et Vaseline de Will Monroe. Au cours de cette période, le Elmo a célébré le queer et les différents arts et activistes. Les spectateurs n'ont pas eu besoin de faire de compromis sur leur perspective musicale, car Elmo a créé un changement massif dans la vie nocturne de Toronto. Malheureusement, le site a été durement touché par le tourmente économique, a changé de main à plusieurs reprises et à la fin des années 90 et au début des années 2000, fermant et rouvrant ses portes encore et encore. Bien qu'il reste fermé, Elmo est actuellement sous le patronage de Michael Wackerly de Dragon's Den, qui promet de faire rebondir le site à sa gloire précédente. Et sous le panneau du palmier, récemment recréé, Wackerly espère conjurer une sorte de magie de rockstar. Même si Elmo Combo n'a pas de date d'ouverture, il y a des rumeurs selon lesquelles Drake et Justin Bieber vont y jouer. Est-ce que c'est vraiment bon ou mauvais pour Elmo? In terms of headlining acts, I think it would be a little bit sad if it became a more boutique space and less of a space for those up-and-coming talents to kind of, cut their teeth, as it were. Il y a aussi le défi de préserver l'esprit authentique du club, à s'assurer que le Elmo puisse offrir une expérience musicale vivante, riche et moderne qui ne soit pas trop commerciale ou coopérative. Elmo Combo est l'un de nombreux sites historiques dont l'avenir est incertain. Au fil des années, les petites salles de spectacle de Toronto ont disparu en silence, et le Elmo a failli être la proie facile pour les rénovations et l'intensification urbaine. There used to be a lot more music venues on Spadina, on College, and those have been in steady decline, and so the Almo is kind of a rare remaining example. More broadly, I think it's important to keep and maintain those smaller venues because not everyone is going to be able to play at the Air Canada Centre. Not everyone is going to fill, Echo Beach. And earlier this year, when the Danforth Music Hall was celebrating its 100th anniversary, a number of artists commented on how much they enjoy playing that space because it is a very nice, mid-sized venue. Mid-sized venues are really important to the cultural heritage of a city and to the music industry in that city, because otherwise you really are only attracting top-tier talent, and it doesn't allow for that growth and for the next generation to come up and be innovative in those spaces. Souvent, la culture musicale à l'intérieur de ces murs, son patrimoine culturel immatériel, est ignoré au moment de la rénovation. Elmo prouve bien qu'il est plus que sa façade en briques et son panneau emblématique. C'est un témoignage de toute la valeur architecturale historique, de l'attachement émotionnel des souvenirs collectifs, de l'importance pour la communauté et de son patrimoine musical. En préservant la valeur sociale, culturelle et économique dans l'édifice et en permettant son utilisation continue pour la musique, le Elmo mérite un certain type de reconnaissance et de protection historique. Il y a 3 possibilités différentes pour l'avenir du bâtiment. One is that it's completely lost, and of course that's the worst case scenario. 2 is what you talked about, where aspects of the building are kept, but maybe the use is changed. And so, like I mentioned, the Lecoq Door, that became the HMV that's on Yonge Street, and it's now a cannabis shop, and the Friars Tavern is now a Shoppers Drug Mart. So you can still walk by those buildings, get a sense of the scale and the size and what they were used for, but you can no longer partake in the culture that they were providing. And then the Elm Combo right now is kind of a little bit in this gray area where we know it's going to become a music venue, but the frequency of concerts has declined from what it used to be. And certainly the best case scenario is that you're able to conserve the building, keep the neon sign, and breathe new life into it by welcoming in new talent. Espérons que le palmier du Elmo Combo brille encore. Was around